Comme chaque mois, l'idée est de débattre ensemble avec nos experts d'un sujet de consommation responsable pour décrypter voilà, le vrai du faux de ce qui se dit, dénoncer des pratiques de greenwashing et voir comment ensemble on peut faire évoluer les choses. Aujourd'hui, donc, je vous propose d'être tous voilà, en muet et puis on pourra désactiver, enfin activer ces micros sur la dernière partie. Je vous propose donc une petite heure de table ronde avec nos trois experts, suivie d'une demi-heure de questions-réponses. Alors aujourd'hui, on va parler de l'industrie française. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on observe depuis plus de 40 ans une chute de l'industrie française dans tous les secteurs, ou presque. Les chiffres de l'emploi marquent bien ce déclin vertigineux. Pour rappel, au début des années 70, l'industrie comportait presque 5,7 millions d'emplois dans l'industrie, contre 3 millions aujourd'hui. Les années 80 ont particulièrement connu la fuite de nos industries. Nos usines ont été à la fois attirées par les pays à faible salaire, comme la Chine, mais aussi les pays d'Europe du Sud. C'est ce qu'on verra avec nos invités. La détérioration générale de la compétitivité française, en tout cas ce qu'on en dit, ou encore une mauvaise spécialisation dans le milieu de gamme ou haut de gamme ont ajouté du plomb dans l'aile à cette industrie française. Que ce soit dans le textile, dans l'inox, dans les produits du quotidien, on estime que sur 100 euros d'achat d'un Français, 14 euros seraient importés. Et ça va jusqu'à 40 euros dans le textile. Mais s'il y a eu bien une chose positive à tirer de cette crise Covid, c'est la prise de conscience grandissante des Français sur l'urgence de soutenir des industries moins polluantes, plus vertueuses et du coup plus locales. Mais alors que les Français se disent prêts à payer plus cher aujourd'hui pour consommer local, on constate encore des freins. Manque de confiance dans les labels Made in France, manque d'offres, prix jugés trop élevés, perte définitive des savoir-faire. Beaucoup d'excuses sont avancées pour ne pas passer à une consommation 100% Made in France. Du coup, avec nos invités, on traitera de toutes ces questions. Nos invités aujourd'hui sont Christophe Hainaut, qui est directeur général de JK Papier, un des papetiers français voilà, qui milite encore pour la conservation des savoir-faire dans ce métier en France. On a Charles Béchu avec nous aujourd'hui aussi, donc, qui est dirigeant de l'île Okawa. On a Pierre Tukoula, qui est fondateur de Zest. Et on tentera de répondre aujourd'hui avec vous à différentes questions. À quels problèmes font face nos artisans français? D'où vient la concurrence? Le Made in France est-il vraiment trop cher? Manquons-nous encore de savoir-faire? Et enfin, une question qui est, je pense, importante pour tous nos invités. Comment on peut agir aujourd'hui en tant que consommateur pour promouvoir et sauvegarder ces industries françaises? En somme, est-ce que le consommateur peut encore sauver l'industrie française? On va commencer avec vous, Christophe. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bonjour Diane, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Christophe Hainaut, donc je suis un des co-dirigeants de JK Papier avec Benoît Gallier de l'imprimerie Compétit de Beauregard. JK Papier est aujourd'hui le premier fabricant français de blocs repositionnables. Donc, la société existe depuis 1984 et est un des deux derniers, j'insiste là-dessus, un des deux derniers fabricants français de blocs repositionnables. Effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux qui peuvent officiellement dire, parce qu'on en reparlera après sur la transparence, que nous fabriquons en France, nous imprimons du papier repositionnable plus connu sous la marque Post-it et sous notre marque Mémorite Made in France. Super. Alors, du coup, Christophe, l'industrie du papier, elle est à l'actu aujourd'hui, notamment avec la fermeture de la chapelle d'Arblay, usine qui représentait plus d'un tiers du recyclage du papier français. Donc, on prend conscience, vous êtes plus que deux en France sur votre secteur. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de ce secteur papetier en France aujourd'hui, voilà, pour qu'on y voit un peu plus clair? Du secteur papetier, je parlerai plus après des métiers graphiques que le secteur papetier.
Aujourd'hui, la fabrication de la pâte à papier permet d'imprimer des documents. Faut savoir on va dire en France, il n'y a pratiquement plus de papetiers. De petits chiffres dans le monde, les 20 premiers papetiers, dans les 20 premiers papetiers mondiaux, il n'y en a plus que 5 en Europe. 4 dans les pays nordiques et 1 en Italie. En France, c'est plutôt marginal. Ce sont des petites industries, des petits fabricants, on va dire, de pâte à papier. Il y en a quand même encore quelques-uns dont on va dire que tout le monde connaît. C'est Clairefontaine qui fabrique et distribue ses propres produits. C'est-à-dire qu'il fabrique la pâte à papier, il transforme cette pâte en feuilles et ensuite ils vont commercialiser leurs produits en grande distribution. Donc tout le monde connaît la marque Clairefontaine qui est une marque effectivement française. Mais pour nous imprimeurs, trouver du papier en France par rapport aux spécificités de nos machines et de la demande devient très compliqué, effectivement. Pour le produit repositionnable qui est le nôtre, on n'a plus qu'un approvisionneur de papier en Europe. Et dans le monde, il n'y en a plus que 5, puisque le volume a énormément diminué au niveau de la demande. Ok, et donc comment expliquer ça en fait? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Effectivement, il y a eu l'ère du numérique, il y a eu de moins en moins de demandes de documents imprimés, donc ce qui veut dire une baisse de volume de papier. C'est un secteur, on va dire, industriel qui demande énormément d'investissement. Et on va parler de traçabilité. Aujourd'hui, en Europe, pour faire de la pâte à papier qui soit, on va dire, le plus développement durable possible, donc on va parler de papier PEFC, FSC, donc issu de forêts gérées durablement. C'est beaucoup de normes derrière pour pouvoir aussi transformer cette pâte à papier le plus propre possible. Les usines ont dû beaucoup investir. Un exemple, à aujourd'hui en Europe, les usines sont très propres. Comment on le vérifie? Pour faire de la pâte à papier, il faut beaucoup d'eau. Donc souvent, ces usines-là sont proches de rivières. Et dans ces rivières, il y a des truites. C'est un poisson qui est très sensible, qui est très sensible au niveau, comment dire, aidez-moi Diane. Dans les eaux peut-être? Ouais, dans les eaux, qui est très sensible au niveau. Donc, si on va dire, on pollue cette rivière, si la pâte à papier n'est pas fabriquée dans le plus propre possible, ces poissons ne pourraient pas vivre dans ces rivières-là. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a de moins en moins pour en venir à la question de départ, de fabricants de pâte à papier parce qu'il y a eu des investissements tellement énormes à faire et à côté de ça, une demande de papier qui a fortement diminué ces 40 dernières années, qu'il y en a de moins en moins. D'accord, donc oui, une baisse voilà, inhérente à la demande, on va dire, donc partout dans le monde, mais aussi du coup une concurrence qui s'est accrue dans les pays, ou en tout cas dans les continents où on a su réinvestir, enfin on a su donner les moyens aux usines d'investir pour faire cette transition écologique. Alors peut-être Pierre, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un peu Zest, le projet ambitieux qui est de, voilà, de rapatrier ces savoir-faire sur ces objets en France? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc Pierre Tucoula, je suis le fondateur de Zest. Zest, c'est une marque de produits responsables et durables. On commercialise des bouteilles, on conçoit et on fait produire, on commercialise des bouteilles réutilisables made in France, en inox, donc en fait des gourdes en inox. Et on est aujourd'hui la seule entreprise sur le sol européen à produire ce type de produit. Ok, super. Et alors, du coup, moi, j'ai une question pour vous. Ça veut dire quoi exactement Made in France dans un produit comme le vôtre?
qu'est cette gourde ou bouteille voilà, en inox. Quand on dit Made Ouais. in France, c'est quoi qui est fabriqué en France, aussi bien pour les labels que pour vous? Alors, dans les labels, il y a c'est pas un label, mais il y a le Made in France voilà, qui est un peu régi plus ou moins par les douanes, où il y a la nécessité d'avoir la dernière transformation substantielle du produit qui est faite en France. Il y a des labels comme Origine France Garantie, où là, on parle de pourcentage dans le prix de revient industriel et aussi de transformation du produit sur le territoire français. Là, dans notre cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part de plaques d'inox, donc de l'inox grade alimentaire, donc 1810, qu'on source en Europe de l'Ouest, donc soit France, soit Belgique, soit Espagne, soit Italie, en fonction de la disponibilité de la matière, et on vient faire l'ensemble de la fabrication en France. Donc, dans le cadre de la bouteille qu'on vient de sortir, donc une gourde en inox simple paroi, on fait un certain nombre d'opérations. On part de cette plaque, on fait l'emboutissage. C'est la même chose que pour, par exemple, les casseroles. Pour faire une casserole, on fait de l'emboutissage. Donc, on vient avec une grosse presse déformer une plaque de métal. On fait de la soudure, on fait de l'émérisage, on fait du filetage pour faire le pas de vis, on fait les bouchons en Bretagne, etc. Donc, c'est l'ensemble des opérations de transformation et de fabrication du produit qui sont faites en France. Et après, bien sûr, la matière première, donc l'alliage l'inox, lui, il est sourcé en Europe de l'Ouest, donc pas uniquement France, mais aussi les autres pays que j'ai cités précédemment. Et ensuite, si on remonte encore d'un cran sur les matières premières qui composent cet inox grade alimentaire, et notamment le nickel et le chrome, là, on est sur d'autres types de pays. Donc, on est vraiment, nous, sur des opérations de fabrication à 100% qui sont faites en France. Ok, et c'est vrai que alors, la gourde ou la bouteille, c'est un objet du quotidien qui est utile pour réduire ses déchets, qui est à la mode, hein, qui est beaucoup demandé depuis début 2020 par les entreprises qui ont un impératif de réduire le plastique à usage unique au sein de leur entreprise. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché et sourcé avec DreamAct, on ne trouve pas de gourde en inox 100% made in France avant vous ou autre que vous. Pourquoi ça a été si difficile et pourquoi on ne trouve pas de concurrents quoi, à Zest? Pourquoi il n'y a pas de gourde ou de bouteille en inox fabriquée en France ou à défaut en Europe? Alors, historiquement, moi, je vois plusieurs raisons. Donc, déjà, sur le processus si on met de côté la partie matière première, mais sur le processus de transformation, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a les solutions dont on a parlé, qu'on utilise actuellement, qui sont des solutions d'emboutissage, mais il y a aussi des solutions d'hydroformage, où on part d'un tube en inox qu'on vient déformer avec de la pression hydraulique. Donc, on injecte de l'eau à haute pression pour déformer ce tube. Et donc, ces machines d'hydroformage, on en a en Europe, qui sont utilisées notamment dans l'industrie automobile, mais on n'a pas celles qu'on souhaiterait utiliser dans le cadre de bouteilles en inox. Donc, ceux qui ont investi lourdement là-dedans, c'est nos camarades chinois qui ont investi depuis de nombreuses et nombreuses années dans ce type de machine qu'on n'a pas aujourd'hui en Europe. Donc, nous, on a fait un tour d'Europe pour essayer de trouver des industriels qui pourraient nous accompagner sur ce sujet. On n'a pas trouvé. On a contacté les fabricants de machines aussi pour savoir où est-ce qu'ils vendaient, pour se rendre compte que ces machines d'hydroformage, ils les vendaient principalement en Chine. Ça, c'est vraiment la raison historique. Voilà, on a un parc machine où on ne s'est pas équipé en Europe parce que ça n'avait pas vraiment de sens, en fait. Je parle vraiment de l'inox. Hein. Après, il y a les gourdes en aluminium où là, on était capable de faire des choses en France historiquement. Et là, nous, dans le cadre de ce produit qu'on a sorti, on a investi assez lourdement dans des bouts de machines, donc des moules industriels. Et donc ça, c'est un autre frein. C'est-à-dire que c'est des investissements qui, à l'échelle d'une TPE ou d'une PME, sont assez colossaux, en fait. Tout ça pour produire une gourde. Donc, ce n'est pas un satellite, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, mais voilà, on est obligé, c'est de l'industrie lourde, on est vraiment obligé d'investir dans des moules qui coûtent au minimum un tout petit peu plus de 100 000 € et qui peuvent aller
très très loin. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux aspects qui font que sur ce produit, on n'a pas forcément vu en Europe ni en France l'intérêt d'investir massivement, à la fois dans les machines, mais aussi dans les moules. Et après, sur l'inox, donc la matière première, donc la Chine importe et produit, importe énormément de matières premières qui permettent de constituer cet alliage et produit une grosse partie de l'inox mondial, plus importe beaucoup d'inox. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 60%. Les communications il y a eu beaucoup de communications sur le fait que voilà, tout l'inox était produit en Chine, donc c'était impossible de produire ce type de produit en France, en Europe. En l'occurrence, ce n'est pas exact puisque on a des entreprises en Europe qui savent produire cet alliage et c'est possible de sourcer un peu plus localement. Mais en gros, les deux freins que moi j'ai vus, c'est plus du côté investissement et du côté un peu parc machine. Donc, voilà. Ok, donc on retombe un peu sur ce besoin d'investissement, en fait, où les investissements un peu lourds n'ont pas été faits sur ces secteurs qui peuvent paraître en effet des secteurs pas forcément stratégiques au sens stratégique Oui. pour un État. Vous, par exemple, chez Zest, les investissements que vous avez faits, comment vous les avez financés? Qui finance aujourd'hui votre développement est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des interlocuteurs privilégiés? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile. Nous, on fonctionne vraiment comme une TPE traditionnelle, c'est-à-dire que c'est de l'épargne plus de la dette. Donc, on a la chance d'avoir un partenaire bancaire qui nous a accompagnés, qui est le Crédit Coopératif, avec un très bon partenaire bancaire dans ce projet un peu fou. Il y a un élément qui n'est pas à négliger pour nous, c'est qu'on a fait des campagnes de précommande qui nous ont permis justement de récolter en fait de l'argent, d'avoir des soutiens assez tôt pour pouvoir à la fois faire nos premières pré-séries, mais aussi investir en partie dans nos outils industriels. Donc ça a une vraie valeur pour nous et ça nous a permis en plus en amont de tester un peu l'appétence de ce type de produit auprès des consommateurs. On a vu que les consommateurs étaient prêts à accepter un petit surcoût lié au Made in France, étaient très sensibles justement à l'engagement qu'on portait. Et vous n'avez pas trouvé de subvention qui avait vocation justement à relocaliser des investissements comme les vôtres? Non, aujourd'hui, on n'a pas trouvé, malgré les annonces gouvernementales. On sait que nos partenaires industriels actuellement, qui sont en Bretagne et en Normandie, ont pu bénéficier de ce type de subvention. Donc, ça, c'est l'essentiel pour nous parce que nous, on a besoin qu'ils soient en bonne forme. Mais aujourd'hui, on a vraiment, on a sollicité un peu, mais on n'a pas trop insisté parce qu'on a vu en gardant quelque chose d'assez sain, avec de la dette, avec de la précommande, etc., on arrivait à financer nos outils industriels. Donc, on a choisi de fonctionner comme ça. Pour l'avenir, pour des projets un peu plus gros, c'est-à-dire si on décide d'aller vers des coûts de revient industriel plus proche de la Chine, il faudra investir de manière très, très massive. Et là, on aura l'occasion peut-être de solliciter les régions, mais aussi le gouvernement sur les aides potentielles. Ok. Christophe, pour revenir à vous, vous me disiez en préparant du coup la conférence que vous, votre principale concurrence, elle ne vient pas d'Asie comme on pourrait le penser, mais elle vient d'autres pays européens qui avaient justement eu la chance de bénéficier de larges subventions pour se développer et pour investir justement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? D'où vient cette principale concurrence pour vous dans votre secteur et comment elles ont pu se développer? Bon, j'ai l'impression qu'on a perdu Christophe. Bon, c'est pas grave, on reviendra sur cette question plus tard. Charles, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter à votre tour? Désolé. Ah, on a retrouvé Christophe? Oui.
Ok. Tu veux poursuivre avec Christophe ou tu veux que j'y aille Bah écoute, si Christophe, Diane, du coup, j'y vais ou tu veux continuer avec Christophe, dis-moi. on continue Allez-y. avec Christophe? Christophe, tu m'entends? Oui, j'entends. Ok, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Non, désolé, j'ai été Ok, coupé. ça C'est moi. marche. Vous, vous me disiez quand on préparait cette intervention que en fait, votre concurrence, elle venait principalement d'autres pays européens, et notamment d'usines qui avaient bénéficié de subventions européennes pour se développer, pour franchir le cap des investissements nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, nous dire précisément d'où vient cette concurrence et comment ils ont réussi à se développer et donc qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon pour peut-être suivre la même voie en France? On va dire, voilà, l'inconvénient qu'il y a eu en Europe pour la France, c'est qu'il y a eu des fonds européens qui ont été utilisés pour cofinancer jusqu'à hauteur de 50% et même jusqu'à 100% pour certains pays des investissements, on va dire, assez lourds. Parce qu'il faut savoir que dans l'imprimerie, pour démarrer à faire de la belle production, c'est minimum 2 millions d'euros à mettre sur la table. Pour faire du livre, parce qu'on en reviendra tout à l'heure, assembleuse, piqueuse, pour avoir du bon matériel de façonnage, c'est 4 millions d'euros. Donc, on va dire, une grande partie des maux qui ont affecté donc, notre branche ont directement leurs racines dans ces fonds structurels qui ont été généreusement déversés par l'Europe en Espagne, Italie, en Pologne et ailleurs depuis ces 15 dernières années. Et en France, on en revient, j'ai entendu l'intervenant d'avant, pour pouvoir avoir des aides, il faut monter des dossiers, c'est très long, c'est très lourd. Ce qui fait que nous, en France, on a du mal à avoir accès à ces fonds européens pour pouvoir investir et aussi relancer un petit peu, je dirais, nos coûts structurels pour pouvoir concurrencer des pays comme la Pologne, que je connais très bien, parce que les aides qu'ils ont eu, on les aurait utilisées, bien sûr. Mais ils en ont eu, et puis ça leur permet de faire des prix très agressifs sur le marché français. Ok, mais du coup, au-delà de tout chauvinisme, on va dire, et de la protection de votre métier à vous, on peut aussi se demander, voilà, quel est le problème de perdre cette industrie en France? Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais quel est le problème de perdre cette industrie en France si, voilà, si c'est bien fait ailleurs? Est-ce qu'il y a un problème de traçabilité, un problème environnemental, Alors, oui, il y a certainement des problèmes de traçabilité environnementaux. Je dirais moins en Europe qu'en Asie. Aujourd'hui, dans nos produits, il n'y a plus de… Voilà, la production asiatique arrive moins en Europe dans le papier, contrairement à il y a une dizaine d'années. Par contre, les produits, on parle souvent on va dire, de traçabilité. Ça m'arrive qu'on me demande si c'est fabriqué en France. Personne ne me demande si c'est vérifié ou pas. À aujourd'hui, j'ai 2-3, on va dire, acteurs sur le marché qui disent faire du Made in France sur du bloc repositionnable, alors que je sais que c'est impossible. Et c'est très dur de pouvoir les attaquer. Donc, aujourd'hui, il y a un gros problème de transparence à ce niveau-là. Je dirais, nous, on s'en sort parce qu'on a la chance de travailler avec un réseau de revendeurs qu'on voit sur Salon, qui nous connaissent, qui connaissent aussi les autres acteurs liés à notre métier. Donc, c'est plus facile pour eux de nous trouver, contrairement à d'autres confrères dans les métiers graphiques et dans l'imprimerie. Ok, alors c'est un métier peut-être un tout petit peu différent du vôtre, mais qui reste dans le secteur du papier, on va dire. Je m'amusais à regarder un peu les livres de la cave de mes parents et il y avait toujours écrit fabriqué en France. Et là, quand je regarde les livres de mes enfants, il y a toujours écrit Made in China sur ce type de produit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a des usines qui ont fermé, on n'a plus les savoir-faire en France. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fabrication française soit quasi constamment fabriquée en Chine? En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur tous nos livres aujourd'hui.
Oui, je confirme, Diane. Effectivement, dans le marché de l'édition, on va dire, il y a deux types de produits. Il y a les produits qui sont, je vais commencer par les produits qu'on voit beaucoup en Made in China. C'est les produits à façon, on va dire, des livres pour enfants. Quand on les ouvre, ça fait comme un pop-up. On voit, ça fait un 3D. Il y a pas mal de découpes, de façonnage. Et en fait, sur ce genre de produit, plus de la moitié du coût de revient, en fait, c'est de la manœuvre manuelle. Et quand on voit le coût moyen d'un salarié en France par rapport au coût moyen d'un salarié en Asie, on voit tout de suite la différence du coût sur le produit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas capable de le faire en France. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup. Voilà, nous, les imprimeurs, on travaille beaucoup avec des réseaux de revendeurs. Derrière, il y a des éditeurs. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Vous m'entendez, Diane? Oui, oui. Ah, je ne vous entendais pas. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Et on se rend compte on va dire, sur un produit qui va sortir en Asie. Allez, je ne vais pas dire en Asie. Je vais dire aujourd'hui, enfin, si on va rester sur l'Asie, à 80 centimes, il sortirait en France à 1,30 €. Donc, 80 centimes, 1,30 €, c'est 60% de plus. Mais au prix unitaire, ce n'est pas si énorme que ça pour un consommateur, pour avoir du Made in France. Et aujourd'hui, les marges qui se cumulent, on va dire, par certains intermédiaires font que l'écart continue à se creuser en comparant un produit Made in China et un produit Made in France. Par contre, sur des produits, je vais en venir, qui ne sont pas à façon, des produits destinés pour les enfants ou on va dire la BD. On va parler de la BD. Je le dis parce qu'on a la chance en France d'avoir un des plus grands spécialistes, un imprimeur de BD qui est Paulina, qui vient de sortir le dernier BD, le dernier Tintin, avec des millions d'exemplaires. C'est aujourd'hui une entreprise de plus de 220 personnes qui vient d'investir encore 4 millions d'euros. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir suivre ce marché où on cherche du coup, si on n'a pas les investissements on ne peut pas suivre. Donc, et d'autant plus pour le Made in China, dès qu'on rentre sur des produits où il y a beaucoup de travail manuel dessus, effectivement, en France, on ne suit pas. Ok. Charles, est-ce que vous pouvez vous présenter à votre tour? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charles Béchu. Moi, je suis directeur associé chez Lilo Kawa. Alors, Lilo Kawa, nous, on est concepteurs et fabricants d'accessoires et de petits mobiliers à partir de matières recyclées. Et on existe depuis 2013. Les produits qu'on fait, ils servent soit à aménager des espaces de travail de façon responsable, ou alors à repenser plutôt des supports de communication ou des cadeaux d'entreprise en objets qui ont du sens. Moi, j'ai rejoint Lilo Kawa il y a un peu plus d'1 an. Avant ça, j'ai passé de nombreuses années à travailler pour une grande entreprise d'ameublement, pour laquelle j'ai fait plusieurs fois le tour de la planète chaque année. Puis j'ai eu une sorte de flash. Alors certains diront une crise de la quarantaine, mais voilà. Et je me suis demandé si vraiment tout ça était réellement nécessaire. Et donc j'ai fait le choix de rejoindre Olivier, qui est le fondateur de Lilo Kawa, il y a maintenant 1 an et demi. Voilà. Ok, super. Du coup, en effet, alors il y a le petit ameublement, mais il y a aussi toute cette notion textile dans votre activité. Vous représentez finalement cette nouvelle industrie qui prend le flambeau sur une industrie textile conventionnelle. On pourrait parler des heures rien que sur l'industrie textile. Voilà, on l'a fait à 2 reprises dans les derniers vrais du faux sur la délocalisation et le Made in France dans le textile. Donc là, on va se concentrer sur votre autre métier. Mais pour les nouveaux qui n'auraient pas participé aux autres vrais du faux, quel est le problème de l'industrie textile et du petit ameublement à date, en quelques mots, en France, et pourquoi ce secteur, c'est un des secteurs qui subit le plus fortement les délocalisations à répétition? En fait, l'industrie textile, c'est ce que tu disais un peu en préambule, ça représentait quand même énormément d'emplois il n'y a encore pas si longtemps. Il faut savoir qu'en à peu près une vingtaine d'années, on a perdu à peu près les 2/3 des effectifs et un peu plus de la moitié de la production de l'industrie textile en France. Aujourd'hui, il y a encore de la production textile en France, mais c'est principalement tout ce qui va concerner les articles de luxe, par exemple, avec la maroquinerie notamment. Et c'est aussi toute la production de textiles à forte valeur ajoutée, qui vont être soit des textiles un peu techniques,
qui va être utilisé dans l'automobile, dans l'aéronautique, et puis aussi toute une nouvelle gamme de produits et de fibres à base des fibres recyclées ou des fibres biosourcées. La deuxième question, donc aujourd'hui, dans l'industrie textile, il y a encore à peu près entre 60 000 et 100 000 personnes qui travaillent dans cette industrie en France, ça dépend ce qu'on inclut exactement dedans ou pas. Voilà, la deuxième partie de ta question, c'était sur du coup, pourquoi est-ce qu'on le secteur a subi les délocalisations. En fait, le textile, finalement, c'est comme des autres activités. C'est la rentabilité qui prime. Et les consommateurs, au fil des années, voulant toujours plus et toujours moins cher, avec tout ce qui est vraiment fast fashion qui a pu apparaître avec des grandes enseignes, avec beaucoup de produits à bas prix, du coup, les industriels ont été finalement contraints, ils ont choisi aussi de le faire, mais ils ont quand même été contraints de revoir leurs organisations et leurs modèles pour pouvoir répondre à cette demande de produits à bas prix. Donc, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Alors, il faut savoir aussi que les choses changent et c'est pas non plus juste un effet de mode. Pour moi, c'est un peu comme dans l'industrie agroalimentaire où en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le Made in France a une valeur. Et ben en fait, sur le textile, on en revient un peu à ça. Il y a quand même des très beaux exemples en France, il y a des belles histoires. Il y a notamment une marque de slip très connue. Il y a aussi une marque de jeans qui sont vraiment des belles histoires. Donc, il y a vraiment un marché et il y a une place aujourd'hui pour le Made in France dans le textile. Après, il faut aussi être relativement honnête et lucide. On aura toujours une grande partie de consommateurs qui ne seront pas prêts à payer plus cher un produit. Même s'il est plus qualitatif et même si sa durée de vie est plus longue. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu disais aussi, on assiste aussi avec alors, est-ce que c'est un bon compromis ou un mauvais compromis? En tout cas, c'en est un entre soit le grand import venant d'Asie, soit tout ce qu'on voit aussi avec l'Europe du Sud, qui est en train quand même de reprendre aussi une partie de la production, soit asiatique, soit indienne. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, je vous invite à regarder les derniers vrais du faux qu'on avait fait sur cette question textile et toutes ces limites, en fait. Et en effet, on a des belles histoires de relocalisation, de textile made in France. Il y en a parmi les invités. Je vois, il y a Amélie Fournier notamment qui représente bien cette industrie textile made in France. Donc, il y a des choses qui se font, mais en effet, il y a encore quelques points de blocage et notamment le prix. Et ça, j'aimerais bien qu'on y revienne vraiment plus en détail. Concrètement, Pierre, par exemple, vous, pour votre produit, est-ce que c'est vraiment plus cher de faire du Made in France que du Made in Asia, sachant que voilà, on a aussi les transports et d'autres coûts. Je sais que par exemple, dans le textile, bien souvent, le prix de revient, en effet, il est de 1 à 7. Et pourtant, le prix de vente final, il n'est pas de 1 à 7. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres façons pour les marques, pour les fabricants d'absorber aussi et que ce soit moins cher finalement pour les consommateurs. Qu'est-ce qu'il en est sur votre secteur? Alors, sur notre secteur, je vais parler vraiment des marques qui ont des designs propriétaires, c'est-à-dire qui achètent pas forcément sur étagère des designs libres de droit ou des designs non protégés. Donc, vraiment des marques qui ont investi dans le design de leurs bouteilles et qui ont fait produire des moules pour ça. Sur ces marques-là, entre une entreprise qui fait produire en Chine et nous, on est sur des différences de coûts de revient industriel à peu près de minimum, on paye 4 fois plus cher. Et en général, c'est environ 6 fois plus cher. Pour autant, on arrive à absorber en fait ce surcoût et à proposer aux clients finaux des produits qui ne sont pas 4 fois plus chers ou 6 fois plus chers. Donc voilà, on réduit en partie nos marges et ça nous permet de rester quand même compétitifs sur le marché. Alors pourquoi est-ce qu'on a des coûts qui sont beaucoup plus forts? Parce qu'il y a une partie manuelle, c'est-à-dire que sur une bouteille en inox, il y a 3 points de soudure, il y a des opérateurs, il y a du brossage, de l'émérisage, donc là où c'est principalement manuel, etc. Et parce que en Chine, et il faut le reconnaître, qui est le lieu de production vraiment, il y a une région en particulier où sont produites 99% des bouteilles en inox au monde.
il y a des processus sur la partie qui est automatisable, très, très automatisée. Et sur la partie manuelle, il y a justement des coûts de main-d'œuvre qui sont beaucoup moins élevés. Donc, voilà à peu près la différence en termes de coûts. Et ça, c'est vraiment pour les marques qui ont leur design propriétaire et qui ont leur moule à eux. Pour des marques qui achètent sur étagère, là, on est sur des ratios, on est sur entre du x8 et du x10. Voilà. Ok, donc en fait, la solution pour ne pas avoir un ratio à la vente finale si élevé, en fait, c'est uniquement baisser votre marge en tant que fabricant, c'est ça? Alors, il y a plusieurs solutions. Nous, du coup, on commence par le fait d'avoir une marge un peu plus étroite que nos concurrents qui produisent en Asie. Et après, on est quand même confiant qu'avec les volumes, on va réussir à revoir un peu à la baisse notre coût de revient industriel et donc être un tout petit peu plus confortable en marge et pourquoi pas pouvoir proposer des prix à nos partenaires distributeurs et à nos clients un peu plus faibles. Mais pour l'instant, c'est la solution qu'on a choisie parce que globalement, les marges sont quand même assez confortables pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire vivre une entreprise, pour pouvoir recruter, etc. Donc, c'est la solution qu'on a choisie. Ok, et Christophe, même question pour votre secteur. Aujourd'hui, si on propose à un de nos clients professionnels un carnet Made in France, est-ce que c'est plus cher et à quel ratio que proposer un carnet Made in China? Oui, non, je vais en venir à ce qui a été dit juste avant par Pierre, c'est ça? Oui, en termes de coûts par rapport à, je dirais à aujourd'hui, en France, on a un parc machine qui est très, très moderne. Que ce soit nous ou des confrères qui font d'autres produits liés au papier, à l'imprimerie, ce qui fait que quand on a un produit qui est totalement standardisé, on peut arriver à faire de la concurrence, faire de la concurrence, nous, on va dire, à nos confrères en Chine ou en Europe, mais dès qu'il y a trop de main-d'œuvre, effectivement, là, l'écart, c'est multiplié par 2 ou par 3 selon certains produits. Là où il y a aujourd'hui, je n'ai pas parlé de prix. C'est vrai que nous avons un positionnement, on va dire, on est dans un secteur qui est vraiment en pleine mutation. On a du savoir-faire, on sait faire de l'innovation, on a une production éco-responsable, des services qui se différencient, de la personnalisation aussi qui est très, très poussée. Et il faut comparer en fait ce qui est comparable. On ne peut pas me comparer avec un produit catalogue. À aujourd'hui, voilà, ma concurrence, c'est des produits catalogues où on va dire le client final va choisir dedans ce qu'il veut. Donc, c'est facile de comparer dans un catalogue un produit avec un produit identique chez un autre vendeur. Donc, ça va se battre à coup de marge et à coup de prix. Nous, on a fait le choix d'avoir un réseau de revendeurs avec qui on peut se poser. Et quand on se pose, on réfléchit, on va dire, au produit qui va être le mieux adapté aux besoins du client. Et ça ne veut pas dire qu'on va le vendre plus cher, au contraire, puisqu'on va plutôt parler de projet, on va parler de budget. Et à partir de ce moment-là, avec tous les outils que l'on peut avoir chez nous et éventuellement aussi en co-traitance avec d'autres confrères, on peut vraiment rapporter ce qu'on appelle de la valeur ajoutée à un produit. Et là, on parle vraiment plus de prix. Et avec cette politique-là, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des revendeurs qui sont très fidèles et surtout des clients finaux qui sont très contents. Et ils savent très bien qu'ils vont peut-être payer plus cher, mais ils n'ont pas de notion de comparaison puisqu'on va créer un produit que pour eux et en plus dans le budget qu'ils ont. Et aujourd'hui, on est capable de travailler. On peut faire un produit à 10 centimes comme un produit à 25 € au prix unitaire, en fonction du budget, en fonction du positionnement du produit et on va dire de la stratégie du client final. Mais on peut savoir cela que quand on se pose. Si on cherche que du prix, c'est tout de suite le catalogue, l'affaire est réglée en 5 minutes. Ok. Et du coup, Charles, pour en revenir un peu à l'Ilokawa, vous, votre activité à vous qui utilisez des matériaux upcyclés, finalement, est-ce qu'elle peut être autrement que locale Alors nous, c'est vrai que ça fait un peu le parallèle avec ce que vient de dire Christophe. Nous, on travaille aussi par projet.
Donc, en fait, chez nous, chaque client est unique et chaque projet est propre. Alors, on fait des produits qu'on vend aussi aux particuliers, mais la plupart de notre activité, c'est quand même de travailler pour des entreprises. Donc, pour ça, en fait, il faut qu'on puisse regarder les matières dont le client dispose pour pouvoir en optimiser la transformation. Donc, il faut qu'on soit près de nos clients et il faut aussi qu'on soit près de nos ateliers partenaires. Et puis nous, donc, ce qu'on fait, comme tu l'as dit, c'est de l'upcycling. Donc, dans l'upcycling, il y a quand même deux notions importantes. Il y en a une qui est une dimension écologique et puis l'autre qui est une dimension aussi de prolonger la vie d'un produit. Si on allait produire dans un autre pays ce qu'on fait, on perdrait toute la dimension écologique de notre activité, donc ça n'aurait absolument aucun sens. Voilà. Et du coup, quand je vous écoute, quand on creuse un peu l'île Okawa, vous semblez avoir la solution parfaite, quoi, locale, écologique. Qu'est-ce qui bloque encore pour faire de vous la norme, en fait, dans les projets de petit ameublement et de textile d'entreprise, notamment? En fait, oui, sur le papier, c'est vrai. Après, il y a quand même quelques freins. Alors, je pense que les freins principaux, je pense que le premier frein, à mon avis, c'est la connaissance. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en France et beaucoup de collectivités aussi qui ne connaissent pas forcément notre activité et qui ne sont pas forcément conscientes de ce qu'elles peuvent faire, soit avec leurs anciens textiles, soit avec leurs anciens supports publicitaires, par exemple, qui sont des choses qu'on transforme beaucoup, soit avec leur chute de production aussi. Donc ça, je pense que c'est le premier frein. Ensuite, il y a aussi, à mon avis, l'image. Parce qu'il y a ce qu'on fait, c'est à partir de matières recyclées. Et je pense qu'il y a encore trop de gens qui pensent que parce que c'est des matières recyclées, ce sera moins esthétique, par exemple, ou ce sera moins solide qu'un produit neuf. C'est bien sûr totalement faux. Nous, on apporte une attention vraiment particulière au design de nos produits. C'est aussi pour ça que c'est important d'être près des ateliers et aussi à la qualité de nos finitions. Les ateliers partenaires avec lesquels on travaille, ils travaillent notamment pour l'industrie du luxe, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est encore une des seules productions qui existent en France. Donc, on est absolument certain de la qualité des produits qu'on met sur le marché. Et en plus, on a aussi une partie de nos produits qui sont issus de chutes de production neuves. Donc, finalement, le produit que vous achetez, il est upcyclé, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième vie, mais en fait, la première vie, elle a juste été, par exemple, une bande de coupe sur une chaîne de production, et c'est la bande d'1 mètre qui était destinée juste à être jetée, et bien ça, on va la transformer en produit. Donc, vous avez un produit neuf. Ça, c'est le deuxième frein. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un frein qui peut être lié peut-être à la facilité ou l'habitude des consommateurs. C'est-à-dire que c'est plus simple de repasser la même commande sur le même site. On sait comment ça marche, on sait combien ça va nous coûter. On a juste à intégrer son logo dedans et puis on reçoit tout chez soi tranquillement. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Voilà. Et puis le dernier frein, c'est bien évidemment ce dont on parlait, c'est aussi le prix. Ce qu'on dit tous, c'est que c'est possible de produire en France, mais ça a un coût. Nous, en ce qui concerne la partie recyclée, confectionner des produits en matériaux recyclés, ça a aussi un coût. Et c'est quelque chose de tout bête, mais on a certains clients qui vont nous dire c'est de la matière recyclée, je vous amène ma matière, donc ça devrait me coûter moins cher. Alors, c'est plus simple pour nous de partir d'un rouleau de tissu ou de bâche en plastique complètement neuf, de le dérouler, de savoir exactement combien de produits on peut faire et de commencer la confection, que de partir de petits bouts, de petites chutes sur lesquelles on va devoir enlever un œillet, sur lesquelles on va devoir faire une certaine opération, comme du tri, du nettoyage. Donc, au final, le mètre carré de matière recyclée prêt à travailler va coûter plus cher qu'un mètre carré de matière recyclée neuf. C'est un peu fou de penser ça, mais c'est la vérité. Alors après, cette notion de prix, elle est réelle. Après, on occulte complètement effectivement le coût écologique. Mais si effectivement, comme disait Christophe, on vient chercher que du prix, c'est pas forcément la meilleure solution de faire ça. Et pour ça, il y a des entreprises chinoises qui font ça très bien, mais je pense que c'est loin d'être la solution et qu'il vaut mieux travailler à partir d'un budget ou d'un projet. Et nous aussi, on est capable de faire des produits qui répondent à des gammes de prix assez basses et très hautes aussi. Donc voilà, en fonction de ce que le client souhaite et de la population qu'il souhaite toucher. Ok, et justement, pour casser un peu ces préjugés d'un client qui serait intéressé par la démarche de l'île Okawa, mais qui aurait peur pour son budget, est-ce que vous avez peut-être quelques exemples de projets qui, in fine, quand on prend vraiment la durabilité du produit derrière, par exemple, sont des exemples de projets qui ne coûtent
pas plus cher que sur un produit standardisé importé? Là encore, en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais un sac Polochon, par exemple, qu'on va acheter, donc on va dire en Asie, qui va être dans un coton hyper fin, restera moins cher, oui, qu'un sac Polochon qu'on réalisera dans un atelier en France avec des chutes de bâches de camion, par exemple. Voilà. Après, comme tu viens de le dire, si on s'intéresse à la durée de vie du produit, d'une part, et aussi, et c'est important, à l'impact que sur l'utilisateur final ou sur le client, le consommateur, bah, du coup, les choses sont très différentes. Et ce encore sans même évoquer le coût écologique. Nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, il n'est pas nécessaire de dépenser plus, il suffit juste de dépenser mieux. Quand on fait une campagne de communication, est-ce qu'il vaut mieux acheter 3000 produits publicitaires pour inonder tout le monde sur un salon, ou est-ce qu'il vaut mieux en acheter 1500 mais toucher un peu moins de personnes, mais chaque personne aura un produit qui sera beaucoup plus qualitatif et sera beaucoup plus sensible à ça que d'avoir un énième. Alors, je prends l'exemple des tote bags, par exemple. On en fait aussi des tote bags en matière recyclée. Et les tote bags, on en a tous plein de placards. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux en distribuer un peu moins, mais avoir des tote bags de meilleure qualité ou avec un impact plus fort? La durée de vie, c'est très clair. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un sac qui va durer 5 ans ou 5 sacs qui vont durer 1 an? Eh ben, on n'a pas une différence de prix entre nos produits de 1 à 5. Donc, c'est pour ça que faire des produits recyclés, ça ne coûte pas plus cher. Pour la même fonction, vous avez un seul produit au lieu d'en avoir, donc effectivement, comme je disais, 4 ou 5. Donc, ça, c'est aussi un point hyper important. Et puis, enfin, c'est aussi, c'est vraiment intrinsèque aussi au prix. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans, les consommateurs, ils sont réellement sensibles à l'impact des produits, et notamment aux produits qu'ils vont consommer. Donc, dans l'industrie agroalimentaire, la mutation est déjà là. Mais là aussi, il y a tous les produits qu'ils vont acheter pour la vie de tous les jours. Et ben, moi, je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'on offre quelque chose à quelqu'un, par exemple, qu'il ne sera pas non plus sensible à la provenance de ce produit. Donc, voilà, ça, c'est à chacun de réfléchir et de faire son choix. Mais non, nos produits ne coûtent pas plus cher parce qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, qu'ils ont un impact écologique positif et un impact aussi sur l'utilisateur ou sur le client final qui est aussi beaucoup plus positif. Même s'il est difficilement quantifiable, il est forcément hyper positif. Ok, donc ça oui, c'est très clair sur la force finalement que vous pouvez apporter, enfin que peut apporter la fabrication locale sur votre secteur. Christophe, sur le secteur de la papeterie, qu'est-ce qu'on peut mettre comme force en avant dans la fabrication locale justement? Alors, vous le disiez un petit peu, hein, cette force de pouvoir se poser et répondre à des projets plus sur mesure qui respectent les budgets. Est-ce qu'il y en a d'autres à mettre en avant? Sur forces que l'on peut mettre en avant, je dirais c'est les forces que l'on peut mettre en avant. On en a beaucoup dans le sens où c'est ce que j'expliquais juste avant. Et ce que disait c'est Charles hein, aussi, c'est pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Et aujourd'hui, on a sorti un produit les moins chers d'Europe. On a 2 produits, on a les moins chers d'Europe. C'est un produit qui doit sortir, on va dire, pour 250 pièces à 50 centimes. Si je le fais en 100% recyclé, il va sortir à 60 centimes. Eh ben, je peux vous dire que je n'en vends pas du 100% recyclé. Parce que je crois qu'il y a aussi, moi, je n'ai pas affaire au consommateur final, mais moi, je me mets à la place d'un consommateur final. Je n'ai pas spécialement en papeterie un produit très stratégique. Donc, est-ce que les annonceurs, le client final, hein, je ne parle pas de mes revendeurs qui, eux, font tout leur possible, mais est-ce que le client final réfléchit vraiment jusqu'au bout de sa stratégie en se disant, je vais faire des beaux cadeaux pour certains et le reste, bon, il me reste une queue de budget, je vais faire du petit produit. Mais je crois qu'il faut peut-être que le consommateur, enfin, l'annonceur se rende compte que, aujourd'hui, les consommateurs, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils vont regarder tous les produits. Et d'autant plus un produit de papeterie, c'est pas que je le mette en avant, mais comme le repositionnable, c'est un produit qui est utilisé, on s'en sert, on écrit dessus, le carnet aussi. C'est un produit qui, comme le post-it, passe de main en main. Donc, c'est un produit qui a une bonne visibilité sur le marché. Et malgré le fait de l'expliquer à notre client, et là, je ne parle pas de concurrence étrangère, de Chine, de Pologne, sur nos propres produits, on se rend compte que
Le fait de dire ça va coûter 10 centimes de plus pour que le produit soit plus développement durable, soit plus qualitatif, soit plus marketing, parce qu'il va avoir des découpes, des fenêtres, il va être plus agréable à voir, à utiliser, ça reste des freins. Ça reste des freins aujourd'hui et tout simplement parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, parce qu'on a des clients aussi dans d'autres pays, on va nous parler directement. On a vu votre outil industriel, on voit que vous êtes capable de faire tous ces types de produits, on se met d'accord, on va voir le prix après. En France, on commence souvent à nous dire, voilà, je voudrais ce produit-là, quel est ton produit le moins cher? Quel est ton bloc-notes le moins cher? Bah oui, ça dépend de quelle feuille ou autre. Une petite anecdote, c'est un de mes confrères qui disait ça. C'est comme si j'allais chez mon boucher, je voudrais ta viande la moins chère. Ah, mais ça ne veut rien dire du tout. Et il y a encore cette mentalité-là. Ça commence à évoluer. On se rend compte qu'il y a des revendeurs qui viennent vers nous en disant notre client, il veut du Made in France. Et par contre, il ne faut pas dépasser tel budget. Donc là, on peut commencer à réfléchir. Mais aujourd'hui, ça reste encore très compliqué de vendre du Made in France avec cette image que le Made in France, c'est cher. C'est totalement faux. Enfin, c'est vrai pour des produits, comme disait Charles tout à l'heure. Il y a des produits qu'on ne pourra jamais concurrencer qui viennent de Chine parce qu'ils vont être fabriqués en très gros volume où il y a beaucoup de façonnage derrière. Mais ce n'est pas la majorité des produits. Ok, très intéressant. Et du coup, Pierre, j'imagine que derrière Z, il y a une vision, peut-être au-delà de l'enjeu de la gourde. Quelle est voilà, un peu ta vision au-delà de la gourde, quelle est votre volonté chez Zest en fait pour rapatrier un peu ces savoir-faire et cette industrie un peu plus lourde? Quel est l'enjeu stratégique derrière ça? Quelle est ta vision et quel est l'avenir un peu de Zest? Alors, ça fait pas mal de questions à la fois. Du coup, nous, un peu, ce qu'on essaie de s'appliquer, en fait, c'est alors, je ne sais plus si c'était Charles qui disait ça ou pas, mais les consommateurs, en fait, aujourd'hui, on a tous besoin de transparence. On a besoin de savoir comment sont faits les produits. Tout le monde est capable de comprendre comment est fait tel ou tel produit, et les consommateurs veulent savoir. Donc déjà, nous, le premier principe qu'on s'applique, c'est d'expliquer sur des produits très simples comme des bouteilles, étape par étape, ce qu'on fait. C'est-à-dire, on emboutit, on soude, on fait des points de soudure, on brosse, on fait du filetage, etc. Et dire où est-ce qu'on fait chaque étape. Donc, on a encore des progrès à faire, mais on essaie d'expliquer au mieux pourquoi on fait telle étape, où est-ce qu'on le fait, comment, etc. Nous, la vision un peu de Zest, c'est de se dire, digital, c'est un outil qui est formidable, hein, mais c'est un outil qui est formidable aussi dans la valorisation des savoir-faire locaux. Alors, les savoir-faire locaux au sens un peu large, hein, c'est-à-dire que ça peut être sur du Made in France ou même du Made in Europe de l'Ouest, où on sait qu'il y a des conditions de travail quand même qui sont plus ou moins équivalentes à ce qu'on connaît, à ce qu'on connaît en France. Donc, c'est un peu ça la vision, c'est par le digital, mettre en lumière les savoir-faire locaux. Et donc, on a commencé par des bouteilles en inox, mais pourquoi pas aller dans le futur sur des produits dans la mobilité et des produits extrêmement résistants, responsables, transparents, etc. On a parlé un peu aussi du cycle de vie, c'est-à-dire avoir des produits qui durent dans le temps. La vision, c'est d'avoir des produits extrêmement durables. C'est pour ça, notamment, qu'on est parti sur l'inox, qu'on part sur des matériaux très costauds, parce qu'on a envie que nos produits accompagnent l'utilisateur sur son cycle de vie. Donc, ce n'est pas forcément à la mode pour les fonds d'investissement ou pour les acteurs financiers qui cherchent généralement la récurrence. Mais pour nous, c'est important de proposer des produits qui soient le plus durables possible et qu'on n'ait pas des consommateurs qui, dans 4, 5 ans, 10 ans, reviennent nous voir en disant « Ouais, mais en fait, je l'ai utilisé 6 mois et après, ça s'est cassé. » Bon. Ok. Dernière question, parce que le temps file, la même à tous les trois. Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre rapport à nous, consommateurs, pour sauvegarder vos industries respectives? Peut-être Christophe, pour commencer.
Euh, Comment aider Bonne question. C'est vrai que c'est pas évident à répondre. C'est vrai qu'on n'a pas affaire au client final, mais bah, je dirais aujourd'hui, oui, c'est plus. Je pense que le consommateur, comme ça a été dit précédemment, voilà, c'est chercher la transparence. Et aujourd'hui, le fait de montrer de la transparence, qu'on est capable de faire des choses propres dans un budget bien défini, mais voilà, faut porter cette parole, faut le dire. Dans notre secteur, on a de la chance qu'il y a des acteurs comme Culture Papier. Je vous incite à aller voir cet organisme. C'est une association pour la défense du papier et de l'imprimé qui explique bien tout ça. Et ben, je dirais, c'est trouver nous qui sommes dans l'ombre, puisqu'on travaille avec des revendeurs, c'est trouver des gens comme DreamAct, hein, par exemple, qui nous mettent en avant, qui nous laissent le temps de parler pour expliquer que oui, on est capable de faire des belles choses avec des prix qui ne sont pas totalement déconnants, loin de là. Et quand on parle d'un produit qui arrive en magasin, on va dire dans la papeterie, qui se trouve à 1 euro pour un carnet, et quand fabriqué en France, il serait peut-être 20 centimes plus cher, je pense que le consommateur, avec une bonne transparence sur le produit, choisira le produit à 1,20 €. On le voit à aujourd'hui dans l'alimentaire. Ça explose avec les circuits courts et je pense que ça viendra. Ça viendra, mais je ne m'inquiète pas parce que on a toujours dit que c'était la fin du papier, c'est la fin du papier. Non, je pense que l'imprimerie reste un métier d'avenir. Aujourd'hui, on arrive à le mélanger pardon, avec du digital. C'est un secteur historique. Donc, je déborde un petit peu, mais l'exemple, c'est qu'on a une école sur Nantes qui s'appelle Graphipolis, qui existe depuis 1927, à aujourd'hui, qui est très présente. Et on sort des jeunes qui aujourd'hui sont à l'écoute de tout ça et sont capables de proposer et aussi de nous apporter, nous remettre en cause pour réussir cette mutation et avoir des produits. Il nous manque juste la visibilité. Les produits, le savoir-faire, on l'a et on est capable de faire des beaux produits avec des prix qui sont cohérents. Voilà, pour finir. Ok, donc en gros, le consommateur doit être prêt à, de ce que j'entends aussi, enfin en tout cas tes clients doivent être prêts à passer un peu plus de temps aussi, à changer ce rapport au produit, pas vouloir un produit hyper standardisé, fini, le même partout, mais voilà, être prêt à passer du temps pour concevoir un beau produit qui sera utile et possiblement prêt à mettre un tout petit peu plus cher pour le consommateur final, mais c'est très marginal, en tout cas sur ton secteur. Pierre, toi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour aider Zest et tout ton secteur de manière générale? Je pense que les actions, elles sont à faire. Alors, moi, vraiment sur la partie B2C, hein, du côté des marques, c'est-à-dire que plus on explique… En fait, le consommateur, il veut des informations claires et fiables. Donc, plus on explique, plus le choix se fera naturellement. C'est-à-dire que le surcoût, il est présent. Donc, il y aura toujours des personnes qui seront drivées par le prix du produit. Et voilà, qui consommeront du produit fabriqué peut-être dans de mauvaises conditions. En revanche, plus on explique, plus le consommateur est susceptible d'adhérer avec la démarche. Donc, cette transparence, elle est vraiment essentielle. Et je pense que c'est du côté des marques voilà, de le faire de manière extrêmement sérieuse. Dans le textile, il y a des très beaux exemples. Il me semble que Charles en parlait précédemment, notamment la marque de slip et la marque de jean. Et donc, c'est vraiment cette transparence. Après, ce qui peut être gênant, c'est notamment sur les appellations, sur les labels, etc. Il y a un flou et parfois le consommateur est un peu perdu entre le Made in France, l'origine France garantie, ce genre de choses. Donc, nous, par exemple, on se retrouve quand même de temps en temps avec des concurrents qui produisent à l'étranger assez loin, avec une provenance qui est un peu maquillée. Donc ça, c'est compliqué, en fait. Donc, à nous de montrer l'exemple en tant que marque
et à être extrêmement sérieux, extrêmement transparent et à prendre aucune question des consommateurs à la légère, quoi. Donc, voilà. Ok. Et Charles, même question. Alors, pour nous, je pense qu'il y a une première chose qui est chaque consommateur déjà peut, chaque personne peut faire connaître déjà notre démarche et notre activité, soit en parlant dans son réseau, bien évidemment, mais aussi, vous pouvez aussi en parler aux responsables communication ou RSE de votre entreprise. Voilà. Après, en tant que consommateur aussi, voilà, si chacun de nous fait le choix de produits durables, et en plus, nos produits donc, sont durables et en plus, ils ont un impact positif, un impact à la fois social et environnemental positif. Donc ça, c'est pareil, c'est au consommateur de faire ce choix-là. Quand il choisit d'acheter un produit plutôt qu'un autre, il fait ce choix-là et donc c'est à la portée de tout le monde. Et enfin, je pense que c'est aussi, en tant que consommateur, c'est de réfléchir à la provenance et aussi à l'utilité de soit des goodies, soit des cadeaux qu'on peut recevoir. En fait, il faut aussi parfois se dire, si on n'accepte pas quelque chose parce que c'est un truc qui sert à rien ou qui est de pas très bonne qualité, peut-être qu'il y en aura un peu moins, ou peut-être que les gens se diront qu'on peut aussi faire des goodies et des petites choses ou des carnets, comme on disait tout à l'heure, Made in France. Comme on le fait en fait pour des produits qu'on peut acheter, on peut faire la même chose aussi sur les produits qu'on reçoit. Et de toute façon, le meilleur déchet restera celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, il faut garder ça en tête et puis le monde ira mieux. Ok, très beau mot de la fin. On va passer aux questions-réponses s'il y en a. Je vous invite à, si vous avez une question, vous pouvez juste enlever votre micro et la poser tout fort. Et puis pour les plus timides, il y a le chat, sinon où il suffit d'appuyer sur converser en bas de l'écran. Alors, il y avait des premières questions sur le chat de toute façon. C'était pour Christophe notamment, je crois, au moment où la question a été posée. Est-ce qu'il y a déjà eu en France avant une usine qui fermait ou délocalisée? Je pense que la question, c'était au moment où tu parlais de ton industrie, de ces usines qui, plus beaucoup de ton secteur, typiquement vous êtes 2 en France. Est-ce qu'il y en a déjà eu plus avant? Jean-Patrick, peut-être vous pouvez… Oui, bonjour. Oui, en fait, je crois qu'il a partiellement répondu à la question. Enfin, il a répondu à la question, puisqu'effectivement, la question, quand on disait pourquoi il n'y en avait pas, c'était la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de produit comme ça qui existait? Donc, il a partiellement répondu, il a répondu clairement, c'est qu'un produit comme ça n'existait pas, tout simplement, et qu'il l'a tout simplement réinventé. Et que les anciennes entreprises donc, qui faisaient des gourdes auparavant, soit elles ont délocalisé, soit elles développent dans un autre, avec d'autres matières, soit elles ont simplement fermé parce qu'elles n'ont pas su innover. Donc, il a bien répondu, je vous remercie beaucoup. Et j'avais une deuxième question, alors je sais, excusez-moi, j'arrive pas à retenir les noms, mais concernant les aides européennes, parce que j'ai entendu dire que c'était très difficile de monter un dossier, qu'il y avait beaucoup de papiers à faire et que dans d'autres pays, ils reçoivent les aides. Alors la question, c'est est-ce que les dossiers sont différents par pays en Europe ou simplement en France, on n'a pas, on va dire, un service public ou quelque chose qui est capable d'accompagner ces personnes, de vous accompagner pour ces demandes d'aide? Oui, très bonne question. Christophe, tu peux peut-être répondre. Je dirais, il y a sûrement, oui, les chambres de commerce et d'industrie qu'il faut aller voir. Mais là, on parle d'investissement dans les industries graphiques, on parle d'investissement de millions d'euros. Et quand on commence à parler de millions d'euros et pas de milliers d'euros, ça devient plus compliqué. Et c'est plus simple dans d'autres pays. J'ai l'exemple d'un confrère, oui, en Pologne, ça a été très simple pour avoir une machine qui valait plus d'1 million d'euros. Après, je n'ai pas la réponse finale, mais je fais partie d'un réseau de plus de 62 imprimeurs. Je connais personne qui a réussi à se faire financer une machine de plus d'1 million d'euros. Avec la Covid, effectivement, il y a eu des aides. Pour certains, ils ont le droit à certaines aides pour des investissements. Là, je n'irai pas dans le détail, mais ce que je disais précédemment, c'était dans ces 10 dernières années, pour relancer l'économie, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Italie, il y a eu
beaucoup d'aide dans les métiers graphiques envers ces sociétés d'industrie dans les métiers graphiques, mais pas en France. Donc, une difficulté quand même à trouver cet investissement, quelles qu'en soient les raisons, quoi. Soit on n'est pas Oui. assez accompagné pour répondre au dossier, soit en tout cas, on ne rentre jamais trop dans les cases exactes de ce qui est financé par les subventions ou les investissements publics. Industrie peut-être pas assez rentable, pas assez stratégique ou autre. C'est pour ça qu'il est compliqué. Amélie, vous aviez une question? Oui, j'ai une question. Moi, je suis dans le textile. J'ai beaucoup de mal à valoriser, à justifier de mon prix par rapport à tout le déversement de ce qui vient d'Asie et même d'Europe du Sud, où les prix de production ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je me suis renseignée. En plus, vous parlez beaucoup du French washing, mais il y a aussi le French bashing. C'est-à-dire que régulièrement, on me demande de justifier et qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment fait en France, etc., etc. Donc, j'ai l'impression d'être vraiment dans un étau. Et je me suis renseignée pour obtenir un label parce que aujourd'hui, je tiens à ma disposition, pas pour le consommateur final, mais pour des partenaires, etc., des factures de ma production en France. Mais je me suis aussi renseignée pour bénéficier du label Made in France. Ça coûte facilement un bon millier d'euros. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que c'est vraiment… Bon, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Même un investissement qui ne paraît pas énorme comme celui-là, c'est compliqué vu la conjoncture qu'on vient de subir. Est-ce que vous le conseillez de passer par cette étape de labellisation? Du coup, sur la partie labellisation, je vais prendre notre cas. Nous, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait du tout parce qu'il y avait cette histoire de coût et parce qu'on s'est dit que avec vraiment la transparence qu'on avait derrière les produits et ce qu'on disait sur les lieux de fabrication, on cite un peu tout, les noms des usines, les localisations, etc. Il n'y avait pas forcément besoin dans un premier temps. Le seul label qu'on considère, c'est l'Origine France Garantie, peut-être pour l'avenir. Après, je ne connais pas de label Made in France, strictement parlé. Je sais que c'est plus une réglementation minière, en fait, c'est le code des douanes et vous avez le droit d'apposer ça en fait, de manière un peu libre sur vos produits. Enfin, si vous respectez les rares règles de production qui sont liées à ça. Oui, je parlais bien du label Origine France Garantie. Ah ouais, d'accord. Je n'avais plus okay. le terme en tête. Ok. C'est quelque chose qu'on considère. Après, voilà, je ne sais pas l'impact en fait sur le consommateur. Vraiment, je pense que ça rassure un peu. Mais bon, aujourd'hui, on ne le fait pas et on ne le fera pas avant l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Nous, ce qu'on met sur nos produits, c'est conçu et fabriqué en France. Et après, on met très clairement sur notre site où est-ce qu'on conçoit les produits, dans quelle région, les noms des entreprises, etc. Mais on n'est pas allé beaucoup plus loin parce qu'il y avait justement ce côté payant. Peut-être que ça rassure les consommateurs. Donc, voilà, j'ai pas le recul nécessaire, moi, pour de faire ce petit saut et de débourser quelques milliers d'euros pour Origine France Garantie. Voilà, peut-être que d'autres, Charles notamment, ont des conseils sur ça, mais voilà. Nous non plus, on n'a pas fait ça. On est exactement comme toi. On fait Pierre. On est aussi évidemment conçu et fabriqué en France. Après, on est tout à fait transparent avec nos clients. On les invite même à venir visiter quand ils ne sont pas trop loin les ateliers de confection pour leur prouver que tout est fait là. Et nous, c'est la transparence qui joue. Je ne vais pas dire qu'on n'a rien à prouver, mais je pense que ce label-là, il est important peut-être pour des très grandes boîtes ou quand on est vraiment sur une entreprise qui est votre client, qui a besoin de ça pour tamponner je ne sais quoi, je ne sais où. Voilà. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Je ne pense pas qu'on ira vers ça dans les mois ou dans les années qui viennent, sauf si ça devient une réelle obligation, si tout le monde y passe, mais auquel cas, ça veut dire que le label aurait plus beaucoup d'intérêt si on était tous obligés de l'avoir. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Moi aussi, sur mon site, j'ai bien indiqué, au début, j'avais juste mis des photos des ateliers partenaires et là, je me suis mise à faire une carte pour la visualisation des sites parce que je pense que c'est un plus. Ouais, bah c'est exactement l'exemple de la fameuse marque de slip, l'a fait très bien et d'autres ont emboîté le pas. Nous aussi, je pense qu'on va s'y mettre. Enfin, c'est une excellente idée pour effectivement être transparent, montrer que tout est fait en France, que même nous, tous les produits, il y a quelques parties qu'on va acheter. On va acheter des zips, des choses comme ça. Et tout ça, évidemment qu'on s'approvisionne en France et le plus localement possible. Quand on fait des étiquettes personnalisées, on ne va pas les faire à l'autre bout de la planète, on les fait à côté de Rennes, dans une boîte. Voilà. Donc, si on est transparent, le client, le consommateur derrière, je pense que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un label. D'accord, merci beaucoup. Emmanuel, je crois que vous aviez une question également. Vous pouvez peut-être réactiver votre micro. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, écoutez, alors j'ai une question un peu plus théorique en fait, à la question de Diane qui demandait pourquoi finalement il y a eu une telle perte d'emploi d'industrie française dans différents secteurs, et puis pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de refaire de la production. Vous avez répondu main-d'œuvre peu chère, investissement en Chine, fonds structurels européens. Je voudrais savoir, je suis un petit peu étonné qu'aucun dirigeant d'entreprise n'évoque ce qu'on appelle le libre-échange, c'est-à-dire le niveau des droits de douane et le niveau des quotas d'importation. Parce que, en gros, l'Union européenne est extrêmement ouverte et la moyenne des droits de douane de l'UE pour les produits manufacturés elle est 2% aujourd'hui, c'est-à-dire rien, quoi. En fait, il n'y a plus de droits de douane qui permettent disons, quand il y a une différence de main-d'œuvre entre des régions, de refaire l'équilibre. Et donc, moi, je suis journaliste et je voudrais savoir, en fait, les chefs d'entreprise qui sont ici, pour quelles raisons vous ne mentionnez pas du tout ça? Est-ce que, selon vous, en fait, non, ça n'a pas de rôle, d'après vous, dans les difficultés de production en industrie française, première chose? Ou deuxièmement, est-ce que c'est parce que, je me permets, est-ce que c'est parce que vous ignoriez que les niveaux de droits de douane sont si bas, sont quasiment nuls? Ou est-ce que vous pensez que ça joue un rôle? Vous êtes au courant que les droits de douane sont très bas, mais c'est légitime, c'est la mondialisation et vous pensez qu'il ne faut pas y toucher? Ou dernière chose, au contraire, est-ce que vous pensez que l'Europe devrait davantage se protéger et, dans certains secteurs en tout cas, réintroduire des quotas d'importation ou augmenter les droits de douane pour faciliter la production en Europe et en France en particulier? Merci. Moi, juste hyper rapidement, nous, on est sur une production 100% française avec des produits et des matières qu'on récupère uniquement en France, donc on n'est pas du tout touché par ça. Après, juste un point important, je suis tout à fait conscient de ça puisque j'ai importé pour le compte d'une société beaucoup de containers en provenance d'Asie. Il faut juste être conscient de quelque chose, on ne pourra pas tout produire en France demain et ça n'est pas souhaitable. Parce que la mutation du monde fait que aujourd'hui c'est la Chine et même déjà dans les dernières années on s'aperçoit que la nouvelle Chine c'est le Vietnam pour un certain nombre de produits parce qu'il y a aussi des salaires qui augmentent en Chine, donc de toute façon la mutation est là, donc les droits de douane ils sont là, ils sont ce qu'ils sont, il y a une politique européenne que je n'ai pas commenté d'une certaine manière, mais il y a des produits à forte valeur ajoutée qui sont produits en France et en Europe et qui repartent vers l'Asie et d'autres pays. Il y a par exemple tous les produits de luxe qui sont faits en France et dans l'ouest de la France. Et il y aura toujours des produits qui seront importés aujourd'hui d'Asie, demain du Vietnam, de Thaïlande, de n'importe où. Et c'est comme ça que le monde avancera. En France, on a perdu beaucoup de choses et je pense que l'avenir du Made in France ou de tout ce qui sera produit en Europe, ça passera plutôt par la qualité des produits qu'on fait et ce qu'on propose aux consommateurs que par des réglementations différentes sur telle ou telle tarification douanière. Voilà, tout va de toute façon se rééquilibrer. On voit aujourd'hui le prix des containers qui explose. Donc, un coût de container qui était quasiment nul sur un petit produit, aujourd'hui, il est multiplié par 2. On verra ce que ce sera demain, après-demain. Donc, tout ça fera que ça s'équilibrera. Et ça n'est pas, à mon avis, à l'Europe de faire quoi que ce soit. Et en tout cas, ce n'est pas parce qu'elle change les droits de douane que ça changera fondamentalement les choses en France demain. Voilà. Ouais, moi, je suis totalement aligné avec ce que vient de dire Charles. Je trouve que la différence va se faire vraiment sur la qualité des produits.
Si on produit, pour caricaturer un peu, mais si par exemple nous on décide en décidant de produire en France, on a des qualités de produits qui sont inférieures à ce qui est produit ailleurs, plus des produits qui sont plus chers. Enfin voilà, je pense que la différence se fait vraiment sur la qualité des différents produits proposés, sur la transparence, etc. C'est au consommateur de choisir. Les réglementations vont pas, et un peu de plus de protectionnisme ne va pas forcément faire du bien en fait, à l'industrie française. Et pour moi, le pouvoir, il est dans les mains des consommateurs. Et au niveau du droit de vote qui est le fait d'acheter français ou pas, d'acheter un savoir-faire local ou pas. Enfin, voilà. Donc, je suis vraiment très, très aligné avec ce que vient de dire Charles précédemment. Vas-y, Christophe. Pardon. Ah ben, entre ce que viennent de dire Charles et Pierre, je confirme totalement. Hein, je dirais, on en revient au consommateur. Donc, c'est au consommateur, oui, de faire attention de ce qu'il achète. Et c'est pas en changeant, en augmentant le pourcentage des produits manufacturés dans le libre-échange, dans changeant les droits de douane, que ça changera le comportement des consommateurs. Je pense qu'il doit se prendre en charge. Après, effectivement, il y a aussi des produits de façon qu'on ne pourra plus jamais refaire en France. Donc, on a besoin aussi d'échanger avec nos pays voisins et lointains. Après, il y a une question d'éthique derrière et c'est à chacun de se prendre ses propres responsabilités. Ok, merci. Si je peux me permettre, je voulais vous relancer parce qu'avant, vous nous avez dit qu'il y a une entreprise qui fabriquait du Made in France, mais pour vous, il ne faisait pas du Made in France. Donc, en tant que consommateur, comment je peux avoir confiance en un produit que vous me dites là, bah, ils ont le label, mais ils ne font pas du Made in France, vous en êtes sûr? Comment je peux, moi, en tant que consommateur, bon, je sais bien que vous avez chaque fois des produits ciblés, mais quand on va dans des grandes surfaces ou des boutiques spécialisées ou des choses comme ça, viendra un moment où on se retrouve devant une étagère avec 15 produits et de se dire bah, lequel est vraiment Made in France. Si je peux répondre en partie. Bien sûr, vas-y. Oui. Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous aussi, on est une marque qui s'appelle Memory. On est un des 2 derniers, je dirais même sinon le dernier fabricant français de blocs repositionnables sur le territoire. On n'a pas de label pour autant, on n'a rien. Par contre, c'est Pierre qui disait ça ou Charles, la porte de notre entreprise est ouverte à tous nos clients pour voir qu'on fabrique le produit de A à Z. Aujourd'hui, un produit qui sort de chez nous, je suis capable d'expliquer en détail comment il est fabriqué et sur quelle partie du produit je peux mettre tel tarif. C'est-à-dire telle partie, tel process va correspondre à 30% du prix du produit, telle partie 20%. Mais et pour le consommateur, donc j'en viens au consommateur final, je pense, mais à confirmer, sur l'étiquetage, sur le code barre, donc tout le monde ne le sait pas, mais on peut retrouver l'origine du produit sur le code barre du produit. À confirmer. Ouais, le problème, c'est encore faut-il voilà, passer ce temps-là à décrire. Faut le savoir. Faut le savoir. Juste pour Diane, je peux ajouter un petit mot? Bien sûr. Oui, juste une chose. Après, je comprends très bien votre question parce que après, ça dépend de quoi on parle. Hein. Sur une voiture, c'est plus facile de vérifier l'origine que sur un stylo ou un plus petit produit. Il y en a pour lesquels peut-être qu'on ne le saura pas. Ce qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à dire et à faire savoir autour de vous et à chacun de nous de le faire, c'est que si un jour on découvre qu'une marque, et c'est ce que font très bien les réseaux sociaux, qu'une marque se moque du monde, qu'une marque triche, qu'une marque communique différemment ou joue sur le fait que ce soit fait en France alors que ce n'est pas fait en France, bah, il faut juste utiliser son pouvoir en tant que consommateur. Via les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde le fait très bien, et expliquer à cette marque qu'en fait, elle triche ou qu'elle n'est pas juste ou qu'elle n'est pas suffisamment franche. Et voilà. Et la meilleure façon de sanctionner quelqu'un qui ne joue pas le jeu, c'est d'éviter de consommer chez lui. Et je peux vous garantir qu'il y en a qui en ont fait les frais et qui aujourd'hui ne se risquent plus à ce petit jeu-là. Voilà. Oui. Gros scandale dans le monde des bijoux, justement,
il y a quelques mois sur cette question. J'en profite juste que Emmanuel ait pris la parole pour citer son livre que j'adore citer, qui est très intéressant, qui s'appelle « L'entraide deux ouvrières dans le piège du libre-échange », qui parle très bien de cette perte d'industrie textile en France et de tout ce que ça cache derrière. Donc, je vous invite juste à le lire. Il y a d'autres questions. Cécile qui demandait notamment donc, à Charles, est-ce que tu remarques ces derniers temps qu'il y a une demande au-delà du Made in France qui se porte davantage sur du Made in très local voilà, Made in, dans ton cas, enfin, voilà, Grand Ouest, par exemple. Enfin, est-ce que tu remarques cette volonté d'aller au-delà du Made in France, plus local Oui, complètement. C'est pour ça que je faisais le parallèle aussi avec l'industrie agroalimentaire. On voit que les circuits courts, en fait, la meilleure façon de savoir d'où viennent les produits, c'est de les acheter au plus proche de chez soi. Alors après, nous, la France, c'est déjà pas si grand que ça. Après, on n'est pas non plus obligé de rester à centaines de kilomètres. Mais oui, les gens sont sensibles au Made in France et aussi au Made in le plus local possible. Si vous achetez demain des tomates et que vous habitez dans l'ouest de la France, il vaut mieux les acheter dans l'ouest de la France et puis que les tomates qui sont produites dans le sud-ouest soient achetées plutôt par les consommateurs du sud-ouest. On pourrait, voilà, même si il faut aussi être très objectif aussi sur un point. En France, le transport par la poste notamment a un bilan carbone quasiment nul. Tous les véhicules sont électriques, tout est compensé. Donc, de travailler uniquement, ne serait-ce qu'au sein de la France, d'envoyer des produits, de livrer des colis même pour des clients, ça n'a pas du tout un impact écologique désastreux comme ça peut l'être avec du grand import, par exemple, ou de l'import en dehors de France. Du coup, la Poste n'est pas le seul prestataire notamment. Ok, super. Il y avait Arnaud pour une dernière question avant qu'on se quitte. Oui, bonjour à tous. J'avais une question pour Pierre quand il évoquait les coûts de fabrication importants justement d'une machine pour fabriquer les bouteilles en inox. Et j'aimerais comprendre comment lui, il a fait en sorte avec ses partenaires de production, comment il a réussi à les convaincre d'investir dans ce type de machine. Est-ce qu'il a co-investi avec eux? En fait, la question derrière, c'est est-ce que c'est la marque, enfin c'est l'industriel qui doit supporter tous les coûts de fabrication ou si c'est aussi à la marque de s'investir, voilà, de proposer pour un produit innovant, quoi. Alors, je vais prendre un exemple très précis, celui de… Donc, dans nos partenaires industriels, on a la chance de compter le groupe de Graines, qui est une entreprise du patrimoine vivant et qui est un spécialiste des arts de la table. Et donc, Graines, sur notre bouteille, du coup, en inox, on fait l'ensemble du corps de la bouteille. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le début en fait, du processus de design industriel, on est allé les voir en disant, voilà, avec l'existant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est-à-dire comment est-ce que nous, on peut réadapter nos dessins pour coller le plus possible à vos contraintes industrielles. Donc, on a utilisé pour ça des machines qui ne sont pas des machines d'hydroformage, mais des machines d'emboutissage qu'ils avaient dans leur parc machine. Et nous, on a investi dans différents types de moules. Donc, on a investi dans des moules voilà, d'emboutissage, on a investi dans des moules de filetage pour le pas de vis, dans des moules qui permettent de tenir les pièces, notamment lors des opérations de soudure, etc. Et en parallèle, De Graines a investi aussi dans des moules et dans des parties de machines qui leur permettraient en fait d'industrialiser un peu la production de ce type de produit. Donc, c'est vraiment un co-investissement des deux parties, avec un investissement qui est un peu plus fort de notre côté. Donc, en gros, on investit à peu près 2 fois plus que le groupe de Graines sur le sujet. Mais on est parti vraiment de machines existantes. Le but, ça a été de se dire, voilà, on n'a pas le budget pour acheter une machine à plus de 500 000 €, une machine d'hydroformage. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le parc machine existant pour faire quelque chose et pour produire ce produit-là?
Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Mais du coup, vous avez investi. Est-ce que vous pourriez être une porte d'entrée aussi pour d'autres marques plus tard de pouvoir fabriquer en fait des bouteilles en inox en fait. Vous avez investi juste pour vous ou l'industriel il a trouvé aussi d'autres clients ensuite. Alors après ça c'est le but. Par exemple, quand De Graines investit, il investit pas juste pour nous. Voilà, il investit aussi potentiellement pour d'autres clients. Quand nous on investit pour donner une forme bien spécifique au produit sur la base de nos dessins, etc. Donc, globalement, quand même, on investit plutôt pour nous. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. On fera un petit compte-rendu écrit que vous retrouverez sur DreamAct. Et on a enregistré votre intervention, donc on le mettrait sur notre YouTube. Merci à vous tous. N'hésitez pas à nous revenir avec des questions qu'on transmettra aux intervenants si vous en avez qui vous viennent. Et puis, bon appétit et bonne journée à tous. Merci. Merci, Jeanne. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.